Bonsoir à tous et bienvenue ici en direct au Cube et en public, ici au Cube à Issy-les-Moulineaux, pour cette nouvelle émission du Forum Changer d'air. Une émission, vous allez le voir, très spéciale, avec un dialogue qui s'annonce passionnant. Car, vous le savez, vous en avez pris l'habitude, en marge du Forum Changer d'air, ce grand événement annuel à la Cité des Sciences et de l'Industrie, tout au long de l'année, le Forum permanent interroge, informe sur les grands défis de la modernité et les effets sociétaux des mutations engendrées par la société. Ce soir, Véronique Angers-Le-Fribert, fondatrice, présidente du Forum Changer d'air, nous invite à un dialogue inédit. Un dialogue empathique, un débat empathique avec notre parrain Joël de Ronet et le docteur Laurent Schwartz sur le thème « À la conquête des secrets du vivant, peut-on comprendre la vie ?» Laurent Schwartz est médecin, cancérologue de l'assistance publique des hôpitaux de Paris, chercheur pendant plus de 20 ans à l'École Polytechnique, et entouré d'une équipe de chercheurs, il travaille pour le bien des malades au développement de traitements novateurs et non toxiques du cancer. Il cherche à déchiffrer ce qui paraît invisible à son entourage, comme il le dit lui-même. Et son dernier livre, que je vous encourage vivement à précommander, pourquoi pas dans votre librairie, La fin des maladies, une approche révolutionnaire de la médecine, avec une préface de Joël de Ronet. Il sort aux éditions Les Liens qui libèrent le 10 avril prochain. Il a aussi publié Cancer, un traitement simple et non toxique chez Thierry Soucard Éditions, qui a connu un joli succès en 2016. Et donc il est toujours en librairie, n'hésitez pas également. Et je rappelle évidemment que le scientifique Joël de Ronet, parrain du Forum Changer d'air, est conseiller de la présidence d'Universcience, il est président de Biotics International et il est l'auteur de nombreux ouvrages de vulgarisation scientifique. On peut citer notamment son dernier, La Symphonie du vivant, comment l'épigénétique va changer votre vie, aux éditions des Liens qui libèrent, paru en 2018. C'est un best-seller et toute bonne bibliothèque doit évidemment avoir cet ouvrage. Joël, je vous cède le micro, je vous cède la parole. Vous avez en gros 3 quarts d'heure, 50 minutes, et on se revoit pour la partie questions-réponses. À tout à l'heure. Beaucoup, merci Éloi. Bon, c'est un honneur pour moi et un grand plaisir de discuter empathiquement avec Laurent Schwartz, parce que maintenant, comme vous le savez d'ailleurs, Éloi a prononcé le mot, les débats contradictoires à la télé où on se dispute en disant « vous avez dit ça, je ne suis pas d'accord ». Les gens en ont un peu assez. Les gens ont envie de comprendre, d'aller plus loin avec les gens qui sont en face d'eux. Et donc c'est dans cette optique, dans ce style, que je vais non pas vraiment questionner, mais faire des commentaires sur le travail extraordinaire de Laurent Schwartz. Je dis extraordinaire parce qu'il est une personnalité extraordinaire. Une personnalité qui consacre énormément de temps à ses patients, qui consacre énormément de temps à une vision globale, une vision synthétique du vivant, pas seulement du cancer, ce qui détruit la vie, mais du vivant. Comment fonctionne le vivant, comment fonctionne le vieillissement, qu'est-ce qu'on peut en apprendre pour nous, dans chacun de nous, dans chacune de notre vie. Alors pour mieux le présenter, en quelque sorte, je vais lire des extraits de la préface que j'ai écrite pour son dernier livre et qui relate des choses que je voulais dire et que je voudrais vous dire devant vous ce soir. Ce qui caractérise la démarche scientifique et philosophique de Laurent Schwartz, c'est une volonté de rechercher à exprimer la simplicité par rapport à la complexité. On sait qu'il est possible de décrypter la complexité en l'analysant en éléments simples, ce qui correspond à la démarche traditionnelle que nous a enseignée Descartes. Mais Laurent Schwartz se méfie de l'analyse, car elle conduit le plus souvent à un émiettement des connaissances qui rend ensuite plus difficile la reconstruction de la pensée à partir de multiples éléments séparés et parfois sans relation les uns aux autres. On pourrait dire que le docteur Schwartz tente de remplacer la complexité par la simplexité, une nouvelle approche complémentaire, ce qui va à l'encontre de nombreuses préoccupations à la fois scientifiques, industrielles ou politiques. De même pour la vie, auquel il consacre ce dernier livre, il déclare et démontre par de nombreux exemples que l'équation de base de la vie, mettant en œuvre des paramètres aussi connus que la pression ou l'acidité, est plus simple qu'on ne l'avait pensé à partir d'études réalisées depuis des siècles sur le vivant. Il déduit de cette simplicité de la vie la constatation et le principe que la maladie peut se regrouper. C'est ça qui est fondamental, dans quelques grandes catégories permettant de les traiter de manière globale, plutôt que par l'approche analytique et disciplinaire utilisée majoritairement aujourd'hui par la médecine traditionnelle. Donc c'est une approche radicalement nouvelle qu'il a d'abord appliquée pour ses théories sur le cancer, dont déjà avec les produits qu'il a proposés, qu'il utilise constamment dans le traitement de ces malades, montre qu'il est sur la bonne voie. Je rappelle, avant de lui poser une ou deux questions, qu'il est un des théoriciens de l'approche métabolique des cancers, l'approche métabolique des cancers qui se rassemble un peu sous le même aspect, c'est-à-dire que la cellule cancéreuse, elle est malade
métaboliquement, elle a un fonctionnement métabolique de production d'énergie tout à fait anormal. Et quand on rétablit cette production d'énergie, qu'on réveille la mitochondrie, qui est la centrale énergétique de la cellule, le système se règle, mais en se réglant, les gènes d'apoptose, c'est-à-dire de suicide cellulaire, se réveillent et la cellule s'autodétruit d'une certaine manière. Lorsqu'on rétablit le fonctionnement normal d'une cellule qui respire et qui produit de l'énergie par le cycle de Krebs, qui est la phosphorylation oxydative, plutôt que la glycolyse anaérobie, qui est le propre de la cellule cancéreuse. Donc c'est un innovateur, c'est un visionnaire. Comme vous allez le voir dans ses réponses aux questions, c'est aussi une personne qui a une vision globale, toujours globale. Il ne s'en débarrasse pas, il ne retourne pas à l'analyse pour se protéger. Il, au contraire, est extrêmement novateur, il prend des risques. Il prend des risques. D'ailleurs, je vais lui poser une première question risquée. C'est pourquoi, Laurent, vous utilisez des termes aussi simples pour des livres comme la fin des maladies ou guérir le cancer, une maladie simple et peu coûteuse. Bonjour. Avant de répondre à la question, je voudrais vous remercier, Joël, et aussi Véronique Anger de Fribert, pour la confiance que vous m'avez honorée depuis maintenant de nombreuses années. Véronique m'avait plus que gentiment aidé pour la parution de mon livre précédent, bénévolement, et je lui en suis infiniment gré. Je pense que nous vivons une rupture fondamentale, et dans les années 40, les maladies infectieuses ont disparu. Les premiers antibiotiques, c'est le Pontosil, c'est 1934. Et en 1950, on ne meurt plus, grosso modo, de maladies infectieuses en France. À, bien sûr, quelques exceptions près. De la même façon, le monde du cancer vit un virage qui est un virage brutal. Quand vous posez la question, moi j'adorais poser la question aux jeunes internes, qu'est-ce que le cancer? Vous aviez une réponse compliquée du genre prolifération incontrôlée de cellules malignes, enfin boogie-booga. Et au fond, notre travail, mais aussi celui des autres, les publications par centaines, voire par milliers, montrent que le cancer n'est qu'une anomalie de la phosphorylation oxydative, la pyruvate déshydrogénase est inactivée, la cellule ne brûle plus et il y a prolifération cellulaire. Et au fond, vous avez de nombreuses définitions du cancer, vous avez beaucoup de points de vue différents, mais quand vous allez à la biochimie, tous ces points de vue différents convergent vers une anomalie déjà connue par Warburg, donc en 1920, la mitochondrie marche mal. Comme la mitochondrie marche mal. La mitochondrie, c'est la petite centrale énergétique dans toutes les cellules qui produit l'énergie dont la cellule a besoin pour vivre et se reproduire. Donc, le cancer n'est que ça. Et tout ce que l'on a décrit du cancer peut et doit se résumer à ce simple effet Warburg, la mitochondrie marche mal. Quand vous avez compris ce qu'est le cancer, vous avez la question logique et suivante, c'est comment le traiter. Et là, on est dans un moment où les données sur les souris sont évidentes, reproduites, de laboratoire en laboratoire, où quand on lève l'effet Warburg, c'est-à-dire qu'on fait fonctionner la mitochondrie, les tumeurs ne poussent plus. Et ça, c'est fait, bien sûr, nous l'avons publié dans des revues internationales, mais d'autres l'ont fait de la même façon, et c'est universel. Alors, comme le disait Jacques Monod, la souris n'est pas l'homme, et vous avez appliqué quand même un certain nombre de produits aux humains, avec des résultats extrêmement intéressants. Je rappelle ce que vous avez publié déjà il y a une dizaine d'années, que vous appeliez le métabloc, c'est-à-dire l'utilisation de deux produits, maintenant il y en a un troisième, de deux produits capables de réorganiser le cycle énergétique de la mitochondrie, de la réveiller en quelque sorte. Ces deux produits étant l'acide alpha-lipoïque et l'hydroxycitrate, deux produits naturels qui donnaient aux gens qui sont atteints d'un cancer tôt, couplés à une chimiothérapie légère, plus couplé à un régime cétogène, qui est un régime qui privilégie les graisses plutôt que les sucres, a donné des résultats tout à fait importants. Récemment, qu'est devenu ce traitement, ce métabloc, ce traitement avec l'acide alpha-lipoïque et l'hydroxycitrate? Est-ce que de nouveaux produits se sont ajoutés? Et si oui, lesquels? Donc, il y a maintenant presque 13 ans, on publie qu'une combinaison d'acide lipoïque et d'hydroxycitrate empêche la croissance
des tumeurs chez la souris. Les malades, souvent désespérés, tentent ce genre de traitement de par eux-mêmes et on voit de façon très probable, c'est-à-dire on n'est pas dans des essais normés, mais on est dans des histoires qui vont toutes dans le même sens, un ralentissement de l'évolution de la maladie. Les malades ne sont pas guéris, mais l'évolution de la maladie est beaucoup plus lente. Et une communauté de malades autour du site Guérir du cancer s'organise. Et il y a de ça maintenant 3-4 ans, un patient vient me voir et me dit qu'il a utilisé en plus de l'acide lipoïque hydroxycitrate, du régime cétogène, du dioxyde de chlore. Et avec le dioxyde de chlore, son cancer du pancréas, sans chimiothérapie, disparaît. Et il va survivre 2 ans et demi dans des conditions bonnes et mourir probablement de cachexie. Donc, le dernier scanner qui a été fait 1 mois avant son décès ne montrait pas d'évolution de la maladie. Le dioxyde de chlore est quelque chose que d'autres malades ont essayé de par eux-mêmes, qui semble redoutablement efficace, mais il a des inconvénients. Une demi-vie très courte, c'est-à-dire que les malades le prennent une dizaine de fois par jour, et une forte odeur de piscine, enfin de chloride piscine, qui est tout de même assez ragoûtante, en tout cas pour moi. Mais une forme d'efficacité. Donc on s'est posé la question par quoi on pouvait remplacer le dioxyde de chlore, et les chimistes nous ont guidés vers le bleu de méthylène. Alors le bleu de méthylène, c'est une histoire en soi-même. C'est la première synthèse biochimique. C'est le premier médicament synthétique, 1878, donc c'est plus vieux que l'aspirine. Et ça a été synthétisé par les Allemands pour faire des teintures. C'est une mauvaise teinture vu que ça change au pH. Donc si vous le mettez de façon acide, ça devient transparent. Hein. Le bleu de méthylène, c'est ce que vous utilisez pour les stylos. Et quand vous voulez faire disparaître l'encre, vous mettez un peu d'acide dessus, c'est les effaceurs et ça disparaît. Donc point de vue de teinture, c'était loupé. Par contre, des malades l'ont essayé à l'époque et on voit, avant la guerre de 14, des traitements de tuberculose, de lèpre, de paludisme qui semblent très efficaces. Et aujourd'hui encore, en Afrique, on l'utilise. Dans les années 30, c'est un psychotrope puissant. C'est la molécule mère du largactyle, c'est-à-dire des neuroleptiques et de ce genre de molécules. Et quand on regarde la chimie, les chimistes disent a priori, ça peut remplacer le dioxyde de chlore. Et des malades l'essayent, c'est plus facile de maniement. Ça a une toxicité qui est redoutablement peu importante, enfin qui est heureusement peu importante. Les urines sont bleues et les selles un peu décolorées, mais ce n'est pas une vacherie. Et on voit des cancers qui, avec l'acide lipoïque, l'hydroxycitrate et le régime cétogène, même sans chimio, s'amendent. Évidemment, c'est un traitement qui aujourd'hui est complémentaire du traitement classique, mais derrière ça se posent plein de questions. Quelle est la meilleure dose? Quel est le meilleur traitement? Et surtout, est-ce que tout ceci va être vérifié par des essais randomisés, normés, enfin comme on les aime, quoi. Alors comment vous expliquez cette controverse, généralement sur la voie métabolique du cancer plutôt que la voie génétique traditionnelle, immunologique, avec les nouveaux médicaments qui boostent l'immunité? Il y a une controverse mondiale sur le fait qu'on continue à penser qu'une mutation de gènes peut conduire au cancer, alors que la voie métabolique issue de Warburg, prix Nobel, et la vision que vous avez, vous, d'une erreur métabolique de la cellule cancéreuse qui fait de la glycolyse plutôt que de la phosphorylation oxydative. Excusez-moi d'être un peu technique, mais c'est le cycle naturel de respiration des cellules. Comment vous expliquez que malgré les résultats que l'on voit, les publications dans le monde, il n'y a pas que vous qui vous intéressez à la voie métabolique du traitement du cancer, il y a des gens en Inde, en Chine, aux États-Unis. Comment se fait-il que dans Big Pharma, dans le grand lobby des médecins internationaux, de l'Académie de médecine en France, on continue à être extrêmement réticent sur cette approche et on ne lui accorde pas les financements suffisants pour faire les essais cliniques dont vous parlez? Il y a une suite de questions. Alors, la biologie a été extrêmement marquée par la victoire contre les bactéries, les maladies infectieuses, et on divise le monde entre les bons et les mauvais. Au moment des infections, il y a les mauvais, c'est les bactéries, il y a les bons, c'est nos cellules, et on a cette grille de lecture totalement guerrière, avec une guerre entre le bien et le mal.
Mais bon, ça c'est de l'imagerie. Et la biologie, c'est pas de l'imagerie. Et quand vous retournez à notre compréhension du cancer, ça n'est pas le combat du bien et du mal. C'est une erreur d'aiguillage métabolique qui est très proche du diabète. Et tout ça remet tout en question. Évidemment, les traitements qui sont mis au point sont une approche et Big Pharma avance. Ils avancent peut-être un peu moins vite qu'on le souhaiterait, mais ils avancent. Les thérapies ciblées sont clairement un progrès. On a clairement des traitements moins toxiques qu'avant et probablement plus efficaces. Mais en même temps, nous aussi, on avance. Et ce que disait Warburg en 1920, c'est que le cancer n'est qu'une anomalie du métabolisme. Ça reste très vrai. Je vais juste faire un petit détour sur le système immunitaire. Vous avez une activation du système immunitaire dans l'inflammation, l'infection ou le cancer. Ça, c'est quelque chose de bien connu. Et au fond, on ne sait pas pourquoi. Et ce que nous avions montré au laboratoire, c'est que cette activation du système immunitaire, elle est due à une chose, c'est l'augmentation de pression. Quand vous avez une inflammation ou un cancer, ben ça fait mal, c'est dur, ça pousse, c'est gros, et ainsi de suite. Et c'est l'augmentation de pression qui entraîne l'activation du système immunitaire, parce que c'est comme ça que les macrophages savent qu'il y a de la nourriture. On appuie dessus, ils sentent qu'il y a de la nourriture, ils s'activent, et ainsi de suite. Donc, on a une grille de lecture qui est redoutablement simple, et vous savez comme moi, cette phrase, je crois qu'elle est de bord, la recherche avance à la vitesse des funérailles. Une à la fois. Ne triomphe jamais, ce sont ses adversaires qui finissent par mourir. Oui, voilà, donc ça prend du temps, c'est frustrant, et qu'est-ce qu'on peut y faire? On essaie de tenir la barque droite, c'est tout. Alors, en tenant la barque, il y a deux éléments dont je voudrais vous parler, parce qu'ils sont nouveaux par rapport à la vision classique, même métabolique du cancer. C'est le rôle de l'épigénome et le rôle du microbiome. Je rappelle ce que sont les deux. Le microbiome ou le microbiote, ce sont les 100 000 milliards de bactéries qui vivent dans notre corps, qui produisent des substances immunogènes, qui produisent des vitamines, qui produisent des éléments essentiels à notre corps, à notre vie, et qui communiquent également avec le cerveau. Il y a une relation entre la dépression, par exemple, et la manière dont est nourri ou mal nourri le microbiome. Et puis, il y a aussi le contrôle de l'expression de nos gènes par l'épigénétique. J'en avais parlé la dernière fois ici, j'ai écrit un livre là-dessus, qui montre que le comportement humain, nutrition, exercice, management du stress, lutte contre l'inflammation et l'oxydation du corps, permet de réveiller certains gènes et d'en inhiber d'autres. Alors, les deux démontrent qu'il y a un rôle maintenant de plus en plus précis. On a attribué à ce qu'on appelle l'épitoxicité. C'est une toxicité qui est génétique, mais pas par mutation du gène, mais par le fait que certains gènes vont se réveiller alors qu'ils ne devraient pas, peuvent conduire à certains cancers. Est-ce que vous pouvez dire quelques mots sur l'épigénétique et le cancer? Parce que l'épigénétique peut être très bénéfique pour le corps, mais aussi peut réveiller des cancers. Et le rôle du microbiome sur le fait que quand il marche mal, parce que par exemple on se nourrit mal, un des principaux impacts de la mauvaise nutrition sur notre corps, c'est d'abord sur le microbiome, et c'est lui qui peut entraîner une mauvaise réponse immunitaire ou même des mutations du génome par augmentation ou inhibition du fonctionnement de certains gènes. Ça en fait des questions. Je vais essayer d'être clair. Il y a deux écoles de pensée, grosso modo, pour comprendre comment marche une cellule. Les cellules du corps ont toutes le même patrimoine génétique. Donc, vous avez un premier paramètre qui est majeur, qui est le patrimoine génétique, et sa variation, qui est l'épigénome, et un deuxième qui est probablement tout aussi important, mais qui n'a pas été vu, c'est la mitochondrie. Ce qui fait la différence pour que, par exemple, une cellule de peau sécrète de la kératine et une cellule de je ne sais trop quoi autre chose, c'est son énergétique. Et c'est la thèse de Jorge Lindo da Vega Moreira qui va être soutenue dans quelques jours à Polytechnique. C'est le génome qui va, par l'intermédiaire de l'épigénèse, contrôler l'expression des gènes. Vous avez une boucle. Or, il est beaucoup plus facile, d'un point de vue pratique, de rallumer la mitochondrie, de la refaire fonctionner, que de jouer sur les transferts de gènes dont on parle depuis maintenant bien longtemps et qui n'ont toujours pas vu un vrai succès en clinique.
Alors, comment moduler l'épigénèse de façon plus précise? L'épigénèse a beaucoup à voir avec la nourriture. Et au fond, on vit à la fois une transition sur le cancer, vous l'avez compris, mais aussi une transition alimentaire. Quand j'étais gosse, on nous disait de manger du sucre et pas de gras. Maintenant, ça fait un tour à 180 degrés. Je ne me trompe pas, oui, c'est le demi-tour. Et on nous dit de manger du gras. Et les malades qui sont sous régime cétogène, c'est-à-dire sans sucre, ont une réorganisation de leur génome et aussi plein d'autres effets bénéfiques. J'étais sur Internet, sur le site de Guérir du cancer l'autre jour, et il y a un patient qui a une hémochromatose, c'est-à-dire trop de fer dans le sang, qui est donc sous-saigné régulièrement et qui a dit que depuis qu'il est sous régime cétogène, il n'a plus besoin d'avoir des saignées. De passer à une alimentation riche en graisse, court-circuite la pyruvate déshydrogénase, donc cette enzyme entre le cytoplasme et la mitochondrie, et permet de réveiller la mitochondrie et de la faire travailler. Voilà. Et d'ailleurs, si je comprends bien, vous êtes en train de travailler, ce n'est pas un secret, avec une start-up pour essayer de promouvoir un régime cétogène facile à utiliser, éventuellement avec des applis sur des smartphones. Le régime cétogène a déjà montré ses résultats, mais il est compliqué à appliquer. Il y a pas mal de recettes sur Internet, mais le fait de le mettre sur le smartphone en audio et de vous expliquer comment faire, ça va être une véritable avancée. Ça va être une vraie avancée. Quand vous prenez les livres qui sortent sur Amazon, dans la rubrique cancer, vous avez la moitié actuellement qui sont sur le régime cétogène. Et vous avez des centaines de milliers de gens qui passent à une alimentation pauvre en sucre ou cétogène. Évidemment, une partie des malades sont paumés. Il est clair que si on développe une appli ou que les malades ou les gens bien portants, parce que ça n'a pas de raison de se limiter au cancer, puissent se retrouver sur une appli et savoir quoi manger et ainsi de suite, ça leur rendra service. C'est une approche de la révolution du monde du cancer qui est en route, qui correspond à des traitements plus simples et évidemment infiniment moins toxiques. Est-ce que vous pouvez expliquer en quelques mots pourquoi le sucre est tellement dangereux en favorisant les cancers, d'une part, et deuxièmement, les bases fondamentales du régime cétogène? Bon, je vais essayer d'être clair. Vous ne pouvez pas faire de la masse, ou très difficilement faire de la masse en mangeant du gras. La mitochondrie va le brûler, ça va vous faire de la chaleur, ça va vous faire de l'énergie, mais ça ne va pas vous faire de la masse. Le sucre, ce n'est pas la même chose pour des raisons de biochimie. Le sucre, s'il n'est pas brûlé, fait de la masse, et si vous voulez faire de la masse, c'est à la base du sucre. C'est totalement différent. Et depuis qu'on a shifté l'alimentation à plus de sucre, parce qu'on disait que le cholestérol... Vous voulez dire les glucides lents en même temps, c'est oui, pas que le sucre en poudre. Le sucre, le fructose, le saccharose et tout ça, ainsi de suite. Depuis qu'on mange plus de sucre, on mange près de 10 fois plus de sucre aujourd'hui qu'il y a 100 ans en France, eh bien, on a vu apparaître pléthore de maladies qui sont des maladies de surcharge, à commencer par... le gros ventre, l'obésité, merci, je cherchais le mot, mais aussi le cancer, l'Alzheimer et ainsi de suite. Et apparaît dans le monde du cancer, mais aussi dans le monde des sportifs ou d'autres maladies type Alzheimer ou Parkinson, les régimes cétogènes, avec partout des gens qui disent qu'ils se sentent mieux et ainsi de suite. Moi, ce que j'ai vu, c'est en dehors du cancer, les gens qui étaient sous régime cétogène, donc qui diminuaient le sucre, se sentaient mieux. Et ça, tous les cliniciens vous le diront, ils sont un petit peu, j'aimerais pas dire le terme de perché, c'est un peu trop fort, mais ils se sentent bien. Et clairement, on peut se demander si de mettre les gens sous régime cétogène n'a pas un effet majeur sur le psychisme, si au fond on n'a pas là un antidépresseur non toxique et bien sûr totalement bon marché, qui permettra de remplacer des molécules bien plus agressives. Alors justement, quand on parle du microbiome, il a son génome. Il y a 100 000 milliards de microbes, ça fait énormément de gènes. Donc on parle maintenant beaucoup plus du métagénome, c'est-à-dire notre génome, nos 30 000 gènes à nous, plus les millions de gènes de ces 100 000 milliards de microbes. Donc est-ce qu'on commence maintenant à considérer le métagénome globalement plutôt que d'étudier les effets de certains produits
dits cancérigènes ou mutagènes sur notre génome à nous, sans regarder globalement le métagénome et les effets dangereux de produits dont on connaît, le glyphosate par exemple, et des produits alimentaires dont on commence à connaître la racine sur des processus cancéreux. Il semble clair que nous avons tous... Le glyphosate, pour ceux qui ne savent pas, c'est la glycine. C'est un acide aminé, c'est extrêmement simple chimiquement. Quand vous regardez la formule du glyphosate, vous êtes à 2 doigts d'un acide aminé essentiel. Il est certain que toutes ces molécules perturbent les bactéries qui vivent avec nous, mais aussi nos cellules. Nous, notre approche a été de quitter cette complexité-là, parce qu'elle est là aussi, vous avez des milliers de bactéries, elles sont différentes, pour essayer de refaire émerger quelque chose auquel je crois énormément, c'est aux forces physiques. Et au fond, d'aller vers une classification des maladies, non plus basée sur j'ai mal aux articulations, je vais voir le rhumato, mais sur la physique. Et une des choses que je vais bientôt mettre sur le site, c'est... vous avez des maladies qui sont des maladies inflammatoires. Si vous permettez, j'en parle. Les maladies inflammatoires sont des maladies par augmentation de pression. Et l'inflammation fait le lit du cancer, de l'Alzheimer, du Parkinson, de la maladie de Charcot, et une liste sans fin. Et ces maladies par augmentation de pression causent des maladies par diminution de rendement. Donc ça, cliniquement, c'est, pour qui veut le voir, clair et assez évident, mais on n'avait pas la preuve. Et demain, à Cochin, il y a une thèse soutenue par Minou Amraz, sous la direction de Frédéric Bouillot à l'Institut Cochin. Et quand on applique une augmentation de pression aux cellules, eh bien, on voit qu'on induit l'effet Warburg. Donc on arrive à une grille de lecture complètement différente de la grille classique, qui est une grille physique, où vous pouvez classer des maladies non plus par la symptomatologie, mais par la cause. Et ça veut dire aussi, et probablement, qu'on puisse espérer, vous voyez tous les si, arriver à un traitement de toutes les maladies sur lesquelles on bute, qui sont toutes des maladies par diminution du rendement énergétique. Alors justement, abordons un sujet un peu tabou depuis longtemps, mais appliquons-le au cancer avec votre expérience psychologique des personnes que vous soignez, des personnes qui déclenchent un cancer à la suite d'une crise, d'un problème familial, à la suite de la perte d'un conjoint, d'un accident d'un enfant. Les maladies dites psychosomatiques, est-ce que le cancer ou les cancers peuvent se classer avec l'épigénétique, justement, la relation entre le mental et le corps, dans cette classe des maladies psychosomatiques? Est-ce que vous le constatez, vous, qui suivez depuis 30 ans des patients? J'ai de la peine à vous répondre parce que je n'ai pas les opinions extrêmement claires là-dessus. Il est sûr que quand on vit un stress, on a le rythme cardiaque qui augmente. Stress, inflammation, oxydation, les trois tueurs. Oui, donc vous changez vos mitochondries. Le problème de l'approche par le stress, c'est que je ne vois pas très bien ce qu'on peut faire. Elle est probablement correcte, mais je ne vois pas comment on peut diminuer le stress dans la société. Je veux dire, on est tous stressés, la vie n'est pas que simple, enfin, ce n'est pas à vous, je vais l'expliquer. Relancer la mitochondrie, c'est quelque chose qui est neuf, qui est faisable et qui peut probablement marcher. Et là, il y a une avenue thérapeutique à relativement court terme, avec des molécules qui sont bon marché, simples, et possiblement des traitements novateurs. Je reviens au bleu de méthylène dont je parlais avant. Quand vous regardez sur les serveurs médicaux le bleu de méthylène, bon, je vous ai dit 1878, ça date pas d'hier, il y a des essais qui sont positifs dans l'Alzheimer, dans la phobie, dans plein de maladies qui, a priori, n'ont rien à voir avec le cancer, qui suggèrent quelque part un mécanisme d'action similaire sur des maladies que l'on n'aurait jamais classées dans le même paquet cadeau. Alors vous disiez qu'il n'y a pas de résultat, vous n'avez pas d'éléments à donner sur la relation entre l'épigénétique du stress, de l'inflammation et de l'oxydation, en appliquant des méthodes de l'esprit, de l'entraînement d'esprit, qu'on appelait jadis le training autogène, se suggérer à soi-même un certain nombre de méthodes de relaxation, mais maintenant on les a avec le yoga, avec la méditation notamment,
il y a des moyens qui sont démontrés comme étant, par l'épigénétique, producteurs d'amplification de certains gènes anti-inflammatoires, de gènes antioxydants. C'est prouvé par des publications scientifiques. Donc la méditation, le yoga notamment, ou la respiration, ou le sommeil régulier, sont quand même des éléments qui peuvent aider à réduire le stress, l'oxydation et l'inflammation. Et ça, je suis tout à fait d'accord. Pardon, je ne vais pas te couper. Et donc, d'une certaine manière, réduire les risques de cancer comme l'alimentation. 100% d'accord. Quand on fait du yoga, on voit le rythme cardiaque qui baisse, on se sent mieux, et je suis persuadé que ça a un effet préventif clair sur, je veux dire, ne serait-ce que la qualité de vie, et en tout cas les maladies lourdes. Pardon. Alors, il y a un élément qui est très perturbant avec les progrès de l'épigénétique, c'est l'épitoxicité. C'est très perturbant parce qu'en général, la toxicité d'un médicament futur ou d'un produit, on le teste par le DL50 sur les souris. Le DL50, ça veut dire 50% de souris en meurent, on ne le donne pas aux humains. Moins de 50% de souris ne meurent pas, on le donne aux humains. C'est quand même très radical et un peu simpliste. Or, le problème, c'est qu'avec l'épitoxicité, le meilleur exemple que je puisse donner, c'est le valproate de sodium qu'on appelle la dépakine. La dépakine, c'est un excellent anticonvulsivant qu'on a donné à des femmes enceintes pour éviter les convulsions et qui a conduit à des bébés anormaux. Donc, c'est une épitoxicité qui agit sur les gènes de l'embryon. Et donc, l'épitoxicité va devenir, à mon avis, beaucoup plus difficile à mesurer, beaucoup plus difficile à éviter que la toxicité directe sur les souris par des produits qui tuent ou tuent pas les souris. Que pensez-vous de ça? C'est impressionnant l'histoire du valproate. D'abord parce que c'est une découverte scientifique totalement fortuite. C'est le solvant dans lequel ils avaient mis autre chose et qui se rendent compte que ça ne fait pas de crise d'épilepsie. Et ça montre que malgré tous les modèles, malgré l'acharnement de bien faire, je crois, fondamentalement de l'industrie, il s'est passé à travers et il y a une toxicité qu'on n'a pas vu venir. Et cette toxicité, elle était imparable. Elle ne rentrait pas dans les modèles qui sont les modèles de régulation pharmaceutique, et l'épidémie d'enfants mal formés est épouvantable. Il parle de chiffres totalement impressionnants que bien sûr j'ai oubliés, mais qui sont majeurs entre les accouchements prématurés et morts d'enfants et ainsi de suite. Je crois que la médecine, grosso modo, va se mettre à bouger très vite. Je pense que c'est inattendu, comme toutes les révolutions. Je pense que la grille de lecture shift de l'informatique, le génome, ainsi de suite, à autre chose. Et qu'il y a une vraie possibilité que les maladies lourdes qu'on connaît tous et qui font peur, hein, à moi comme à tout le monde, puissent être traitées comme on a pu traiter les maladies infectieuses il y a de ça 70 ans. Voilà. Alors après, il y a des tas de questions qui vont rentrer derrière, qui sont éventuellement, est-ce que tout ceci peut marcher en prévention? Quel est l'effet sur le vieillissement? Moi et mon groupe, il y a deux choses qui nous tiennent à cœur. La première, c'est la validation, enfin, c'est-à-dire le passer le test du réel par des essais. Et ça, au fond, c'est pas très compliqué, c'est pas très cher. Ce qu'on voit comme impact du traitement semble important, donc on n'a pas besoin de dizaines de milliers de personnes pour démontrer ça. C'est quelques dizaines, voire centaines de personnes. C'est pas lourd au sens financier à gérer. J'espère que les instituts dont c'est le travail vont s'y mettre. Et il y a une deuxième dimension qui, moi, m'intéresse aussi, c'est est-ce que l'on va pouvoir mettre tout ça en équation? Et ça, c'est un autre vrai challenge à relativement court terme. Est-ce que vous ne croyez pas que justement que c'est dans la formation médicale qui reste trop analytique, qui manque cette vision globale des interdépendances, qui fait que, par exemple, en ce moment, vous le lisez dans la presse, il y a 6 enfants jeunes atteints d'un cancer près de la Bretagne, dans une région très localisée, dont on a beaucoup de mal à trouver quelles sont les causes interdépendantes qui ont provoqué ces cancers chez ces jeunes enfants. Est-ce que justement, ça ne tient pas à une formation qui reste très linéaire, très analytique, très séquentielle, et qui a du mal à voir la globalité des interdépendants, ce qui fait la différence avec un chercheur pratiquant comme vous,
qui avait toujours pris depuis longtemps une vision globale des interdépendances entre l'environnement dans lequel les gens sont, leur mode alimentaire, leur mode de vie, leur stress, l'oxydation, l'inflammation. Est-ce que vous ne croyez pas que là, il y a un effort considérable à faire dans la formation des futurs médecins et même des organismes chargés de la santé, d'avoir une vision plus globale des problèmes pour détecter des maladies qui résultent justement de ces interdépendances? Moi, je suis tout à fait d'accord. Alors, juste pour donner un exemple, quand on veut voir si un produit est cancérigène, on nourrit un rat ou une souris innocent avec des quantités impressionnantes de cette molécule et on attend 15 jours, un mois, 2 mois, voir s'il y a un cancer qui sort. Ça n'a rien à voir avec la vie réelle. Il est clair que maintenant qu'on a compris que le cancer, mais aussi les autres maladies, c'est la mitochondrie qui ne fonctionne pas, toutes ces molécules qui vont perturber la mitochondrie, on n'a pas très envie de les mettre à la portée de tout le monde. Et elles sont potentiellement dangereuses. Et je vous rappelle qu'on a dit beaucoup que les insecticides étaient cancérigènes. Il y a aussi plein de papiers comme quoi ils créent du Parkinson ou de l'Alzheimer. Tout ça, probablement parce que ça touche la voie commune mitochondriale, qui est la même voie pour toutes ces maladies. Et j'ai espoir, c'est de l'espoir, hein, que le jour où tout ça sera accepté, on dépistera ces choses-là avant que les ennuis n'arrivent, parce que la dépakine ou ce genre de truc, c'est épouvantable. La vision des produits mutagènes qui peuvent être cancérigènes, moi je l'ai beaucoup utilisé quand j'étais à Pasteur. J'avais vendu, entre guillemets, à Jacques Monod un test que j'avais ramené des États-Unis, qu'on avait appelé le Mutatest Pasteur, qui sur des bactéries, on voyait un changement enzymatique quand on mettait un produit dit mutagène. Mais maintenant, ça va beaucoup plus loin qu'un produit simplement mutagène. Il y a aussi l'environnement de cette mutation par rapport à ce que la cellule a déjà acquis et l'environnement dans lequel elle se trouve. Donc on est loin maintenant de la mutation égale cancer. Oui, tu parles des tests d'EMS, j'imagine. Voilà, exactement. Des années... Fin des années 60, début des années 70. J'avais été chercher ça aux États-Unis avec Bruce Ames. J'avais ramené... Et malheureusement, j'ai eu un problème, c'est que je l'ai appelé le Mutatest Pasteur. J'ai donné un interview à une journaliste. Et l'Institut Pasteur sort un test contre le cancer. Ça m'est retombé dessus. Je pense que tous ces tests de dépistage, maintenant qu'on a un tableau clair sur le cancer et ou les autres maladies, vont pouvoir être repensés. Comme va être repensé le traitement des malades. Après, moi, je suis médecin, je suis scientifique, je ne suis pas homme politique et je n'ai pas le pouvoir d'organiser les choses. Je ne sais pas le temps que tout ça va prendre, mais peut-être grâce à vous ou d'autres, ça peut peut-être être rapide. On a le droit aussi d'être optimiste. Alors, pour être optimiste, j'étais très surpris quand vous m'avez dit que des essais cliniques sur vos produits en synergie, par exemple l'acide alpha-lipoïque, l'hydroxycitrate et le bleu de méthylène, ne demandaient peut-être qu'une 50aine de malades pour faire des essais cliniques. Moi, j'ai toujours pensé que des essais cliniques, c'est 3 000, 5 000, 10 000 personnes, très coûteux. Vous m'avez dissuadé en me disant non, avec 50 ou 100 personnes, à un prix assez bas, on pourrait le faire. Alors pourquoi Big Pharma ne se lance pas là-dedans? Moi, il y a un livre qui m'a beaucoup impressionné, c'est Les Somnambules de Kessler. C'est la découverte du système héliocentrique, enfin, que la Terre tourne autour du Soleil. Ça a été d'une violence pendant 150 ans. Big Pharma sait bien qu'il se passe quelque chose et ils restent dans leur modèle, ils développent les drogues. Il y a plusieurs cousins de l'acide lipoïque qui sont en phase 2, en phase 3, ça avance. Mais tout changement fait peur à l'industrie, comme aux patients, comme à tout le monde. Et la peur, somme toute, est quelque chose de redoutablement partagé. Je ne suis absolument pas conspirationniste, mais à un moment, une funéraille après l'autre, comme on disait avant, ça finira par arriver et un autre monde va émerger où le cancer sera une maladie du passé. Vous ne croyez pas qu'il y a de leur part une crainte de démoder des produits qui leur rapportent énormément? Il y a des produits anticancéreux qui coûtent 50 000 € par mois. C'est des produits absolument hérissants qui justifient en disant que c'est les recherches qu'ils ont conduites pendant des années qu'ils sont obligés d'amortir. Mais les prix de produits anticancéreux sont critiqués par le gouvernement en ce moment. Est-ce que vous ne croyez pas qu'ils se raccrochent à cette notion qu'ils ont acheté très cher des produits, alors que souvent ils achètent une licence à une université? Je ne crois pas que ce soit central. Je veux dire,
tout industriel veut faire de l'argent, ok, ça fait partie des règles du jeu. Mais je crois que la peur du changement, la peur du perte de contrôle, ça fout les jetons à tout le monde. Et c'est extrêmement difficile pour les industriels que de bouger. Un temps, j'ai pensé que ce serait l'industrie alimentaire qui bougera. Ça peut être des logiciels relativement simples que les gens peuvent adapter. Ce n'est pas forcément les acteurs que nous connaissons aujourd'hui. L'industrie pharmaceutique a été d'une extraordinaire stabilité. Il y a peu de monde où, au fond, les joueurs d'aujourd'hui sont les mêmes que ceux d'il y a 30 ans. Il n'y a pas de l'apparition de nouvelles industries pharmaceutiques, il n'y a pas l'apparition d'un nouvel modèle économique. Mais bon, tout ça est hors de mes compétences et je reste là où je sais quelque chose. Et justement, est-ce que, sans trahir de secret, vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur cette start-up avec qui vous commencez à travailler pour lui donner des conseils justement sur le régime cétogène? FabLife est une petite entreprise française qui travaille sur la nutri-génomique. Et au fond, moi, ce que je souhaiterais, c'est que les malades puissent bénéficier d'un logiciel simple, facile et qui puisse les aider à cette transition. Ce n'est pas que facile de passer d'un régime riche en sucre à un régime gras. Il y a une phase d'une semaine qui est un peu une phase d'agitation, qui n'est pas que simple. Et puis les malades sont paumés. S'ils ont des applications qui soient plus pratiques probablement que les livres qui sont actuellement en vente, ça serait extrêmement utile. La grande voie à la mode, si j'ose dire, pour parler de médicaments anticancéreux, ce n'est pas un très bon terme, c'est la voie immunitaire. C'est-à-dire, après les traitements qui cherchent à détruire l'effet de mutation de gènes qui conduisent à des protéines anormales, qui était la grande voie des années 70-80, la nouvelle voie maintenant sur laquelle tout le monde se lance, c'est la voie immunitaire. C'est-à-dire avec les produits qui finissent par MAB, dont on voit tous les noms un petit peu partout, sont des produits qui normalement stimulent les défenses immunitaires pour lutter contre le cancer. Qu'est-ce que vous pensez de cette approche? Est-ce qu'elle est complémentaire de la voie génétique, de la voie chimique, chimiothérapeutique, ou est-ce que c'est une combinaison de plusieurs vers laquelle il faudra aller comme toujours? Il y a deux lignes de réponse. La première, l'immunothérapie, c'est le combat du bien et du mal. Je pense que le cancer, ce n'est pas le mal, c'est une erreur d'aiguillage, c'est autre chose. Donc il y a premièrement un problème à ce niveau-là. Deuxièmement, notre surprise, quand on a vu apparaître le dioxyde de chlore, que moi je connaissais ni d'Adam ni d'Ève avant, c'est que c'est la même molécule, ce dioxyde de chlore, que des molécules qui sont relarguées par les lymphocytes activés. Quand vos lymphocytes vont tuer la bactérie ou la cellule tumorale, ils relarguent des poisons, dont ces molécules-là ou les prodrogues de ces molécules-là. Donc je pense que tout ceci converge. Tout ceci converge vers des traitements radicalaires qui a un point commun entre le bleu de méthylène, le dioxyde de chlore, la chimio, l'immunothérapie, et que tout ceci va vers une ligne commune et un traitement qui sera homogénéisable à relativement court terme. Après se pose évidemment la question du modèle économique, mais alors là, c'est pas pour moi. Alors, je vais terminer par une question globale sur le traitement des gens dont vous avez le témoignage quasi quotidien, puisque beaucoup de gens témoignent sur votre site, excellent site Internet. C'est le fait qu'on combine, mais on ne sait pas comment combiner le dosage, des produits nouveaux dont vous parlez. Je reprends encore les produits, l'acide alpha-lipoïque, l'hydroxycitrate, le bleu de méthylène, plus, vous le dites vous-même, un traitement chimiothérapique léger, enfin pas assommer les gens avec une chimiothérapie lourde, et troisièmement, le régime cétogène. Ensemble, la question que je me pose par des amis cancéreux, j'essaie de les orienter vers vous, les conseiller, pas comme médecin, mais comme lecteur de publications internationales, quel est le dosage entre ces trois éléments-là? Les nouveaux produits, la chimiothérapie que vous qualifiez de légère et le régime cétogène. Comment savoir le doser? J'ai pas la recette miracle, hein, malheureusement. Ce que moi je conseille aux gens quand ils me parlent, c'est de doser les marqueurs tumoraux. Les tumeurs sécrètent dans 80-90% des cas des marqueurs. Ces marqueurs, vous les dosez et vous voyez si le traitement que vous faites marche. On peut les doser par des biopuces ou de manière plus simple?
C'est dosé, je suis incapable de répondre. C'est dosé par, dans les prises de sang, ça vaut 10 ou 20 euros. Ah oui, c'est une prise de sang normale. On n'utilise pas banale, et vous avez le PSA dans la prostate, le CA19-9 dans le... Donc on les connaît bien, ces marqueurs. Oui, et donc vous suivez les marqueurs. Bon, vous pouvez avoir une montée transitoire qui veut dire que la tumeur meurt. C'est pas forcément un mauvais signe, mais sur le long cours, si vous voyez que ça monte, ben c'est que votre traitement n'est pas bon, donc il faut adapter. Et je crois qu'on arrive... Dans le cancer, comme dans d'autres maladies, le diabète aussi, vous adaptez à l'hémoglobine glyquée ou au sucre. C'est la même chose, il faut adapter votre traitement. Je n'aime pas, moi, en tant que médecin, beaucoup les thérapeutiques lourdes. Je les trouve trop agressives. Je crois qu'on arrive, où on va vers un moment où le traitement du cancer va s'alléger. Il y a des malades, évidemment, sur lesquels il ne faut absolument pas toucher au traitement, et totalement normal, c'est des maladies curables. Après, on est dans une période de mouvement et c'est quelque part aussi beaucoup aux malades de s'organiser eux-mêmes. Alors, en terminant, dernière question. Vous avez un ami médecin qui se traite lui-même d'un cancer de la prostate en suivant des marqueurs quasi hebdomadaires, ou même moins que ça, quotidiens. Oui. Alors, sans le nommer évidemment, dites ce qu'il fait et comment il le fait. Il y a pas mal de malades qui font ça. Au fond... la première question qui est fondamentale, qui est celle du médecin, c'est est-ce que le malade a des chances de survie par une thérapie classique ou est-ce que de toute façon c'est mal barré? Je pense à des glioblastomes, des cancers du pancréas ou des choses comme ça. Après, moi je suis partisan, j'ai toujours été partisan d'une chimiothérapie. Des chimiothérapies sont extrêmement utiles, ça rend service, c'est efficace, c'est connu, ou une immunothérapie. Mais dans les cas les plus désespérés, de rajouter un traitement métabolique, un régime cétogène et maintenant du bleu de méthylène renforce ces traitements et peut permettre, on a plein de témoignages, une survie prolongée. Mais tout ça, je répète, excusez-moi, il n'est que temps que des essais soient faits pour que les malades ne soient plus paumés et sachent qu'est-ce qu'ils doivent faire. On est dans une phase de transition. Il ne faudrait pas que la phase de transition dure trop longtemps. Tout ça est dans votre dernier livre? Merci, oui. Merci beaucoup, en tout cas, on a besoin de ça. Pour donner de l'espoir. Merci, Joël. Merci beaucoup, messieurs. Moi, j'ai une petite citation juste pour conclure. J'aimerais citer le docteur Schwartz dans son livre « Cancer, un traitement simple et non toxique ». Chercher, c'est accepter l'erreur et faire le pari qu'on peut réussir. Chercher, c'est remettre en cause ses certitudes, ses croyances parfois, avec l'espoir de faire progresser la science. Et maintenant, après cette citation donc de ce livre dont je vous redis le nom, Cancer, un traitement simple et non toxique, je vais vous demander de sortir vos cahiers de texte parce que j'ai évidemment quelques petites annonces d'agenda, comme toute bonne émission doit faire. Alors, vous aurez noté bien sûr que le prochain Forum Changer d'air a lieu le 12 juin. C'est un mercredi sur le thème de la conquête à la Cité des Sciences et de l'Industrie, bien sûr. Toute la journée, vous la réservez, vous venez, vous inscrivez. D'ici quelques jours, vous pourrez vous inscrire sur le site forumchanger-d'air.fr. Il y a une prochaine émission du Forum Changer d'air, le jeudi 16 mai au Palais de la Découverte. Une autre émission, vous notez tout, et puis après, vous nous suivez bien sûr sur Twitter, Facebook, et puis sur le site. Biomimétisme, bio-inspiration à la conquête d'une nouvelle alliance avec la nature. On sera à Biarritz, à la Cité de l'Océan, toujours avec Joël, et avec cette fois-ci avec l'architecte Jacques Rougerie. Ça va être passionnant. Une autre émission le 28 mai, qui sera ici au Cube, avec le philosophe Charles Pépin. Et enfin, c'est dans un peu plus longtemps, mais vous le notez quand même, s'il vous plaît, le 26 novembre, une émission spéciale avec un dialogue tout autant spécial entre Joël de Ronet, donc le parrain du Forum Changer d'air, et Axel Kahn, bien sûr, que vous connaissez. Ce sera donc le 26 novembre. C'est donc la fin de cette nouvelle émission du Forum Changer d'air. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Merci aux équipes de JD Carré, aux équipes du Cube d'accueillir cette émission. À tout de suite sur les réseaux, bien sûr. À bientôt.